à l'invité du jour. Qui est-il? Il est chef d'entreprise de Valide Intérim, une société de placement et de gestion du personnel, consultant à l'Union européenne et au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, en communication et en lutte contre la corruption. Il est écrivain, chercheur en fiscalité, ingénieur commercial, directeur de communication du parti politique Agissons pour la République, AREP en sigle, formation politique chère à Giloando Mboyo. Je reçois sur ce plateau Monsieur Henri Mutombo qui va faire son entrée. Henri Mutombo. Monsieur Alain. Bonjour. Kachala, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Ben, merci beaucoup de l'invitation. D'ailleurs, la dernière identité actuelle, vous êtes candidat au législatif national à Lukunga. Henri Mutombo, un choix du peuple ou une motivation personnelle? Vous savez, il faut remonter sur ma vie d'enfance. Et si vous rencontrez ceux qui m'ont vu grandir, ils vous diront qu'avec Henri, il avait 13, 14, 15, 16 ans par là, il parlait politique. L'âge auquel beaucoup d'enfants sont encore dans les jeux vidéo ou encore voilà, dans tout ce qui est éphémère. Mais j'étais déjà dans la qualité de pensée, je vous dis des choses que vous pouvez vérifier. J'étais dans la qualité de pensée, je discutais avec des aînés, je lisais des ouvrages, des tsars de l'Empire russe. Et je lisais de Gaulle, je lisais l'histoire de Lumumba, je lisais l'histoire de Kasavubu, de Kwame Nkrumah, de Houphouët-Boigny, de Léopold Sédar Senghor. Donc la politique pour moi, ce n'est pas quelque chose... C'est dans la sève. Hein. C'est dans la sève, merci beaucoup. C'est depuis ma tendre enfance que je rêvais de servir la nation. Et si vous regardez mon parcours, je prends l'activisme politique ici au Congo, chez nous, depuis 2009, jusqu'à ce jour dans l'opposition, où j'ai pris de risques, où ma vie a failli rester dans la rue, dans les différentes activités que nous organisions autrefois contre le pouvoir passé de M. Joseph Kabila. Donc cela traduit exactement la volonté qui m'anime pour pouvoir être au service de mon peuple. Et je le dis avec autant de conviction parce que l'âme de la République à laquelle je m'adresse entend et comprend que ce que je dis est vrai et ça sort bien entendu de mon âme, de mon esprit, et que ce que je dis émane d'une sincérité liée à ma vie qui est donnée pour pouvoir servir les autres. Très bien. Henri Mutombo, vous faites partie aujourd'hui, parce que vous êtes candidat aux législatives, vous faites partie d'un processus électoral clair, mais aussi critiqué. Un processus électoral qui met en valeur la tenue effective des élections en 2023, mais aussi critiqué et très mal vu par l'opposition congolaise. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'inclusivité autour du processus électoral, pensez-vous que nous tendons vraiment vers la tenue effective des élections avec la SECO qui continue de fustiger le caractère inclusif de la CENI et aussi l'opposition qui est un peu réticente? Non, mais vous savez, monsieur Kachala, vous n'avez qu'à questionner l'histoire de la RDC et les faits de contestation. Depuis Lumumba, Kasavubu, passant par Mobutu jusqu'à Tshisekedi aujourd'hui, l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays est faite de contestation où les gens, même quand c'est clair comme l'eau du rocher, et ils vous disent que c'est sombre, c'est flou. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes dans un pays où on est souvent tourné vers ce qui est nombriliste. On est souvent tourné vers nos propres humeurs, nos propres perceptions, nos propres pensées. C'est très difficile de voir des acteurs sociopolitiques congolais. C'est très rare d'avoir affaire à ce type de catégorie de personnes dont la pensée est tourner vers l'avenir, vers le bien-être collectif. Assez souvent, les gens se cantonnent, les gens sont carcanisés dans ce qui leur plaît, et souvent pour servir des intérêts obscurs et souvent des intérêts étrangers. Le processus électoral actuel dans lequel nous sommes partie prenante, c'est un processus qui est digne de confiance.
Et toutes les déclarations qui peuvent être faites, c'est effectivement parce que, comme je viens de vous dire, les gens ont des a priori, les gens ont des clichés. Parce que j'ai entendu, je ne sais pas si je suis en train d'anticiper, j'ai entendu Monsieur l'abbé Cholet dire que le processus est tenu par une tribu. C'est très grave. C'est très flagrant. C'est très flagrant pour celui qui est censé réunir les peuples de Dieu. Il ne doit pas avoir des fixations, des fichiers, dire que le processus électoral est tenu par une tribu. C'est honteux pour notre Église. Parce qu'il observe que le président de la CENI est du Kassai, le président de la Cour constitutionnelle est du Kassai. Ils sont congolais. Ils sont congolais. Moi, je considère que Denis Kadima et tous les autres qui tiennent de mettre l'organisation des élections de 2023, ce sont des Congolais. L'ethnie ou les origines, ce sont, je veux dire, des faits sociaux qui caractérisent leur appartenance à une tribu ou à une famille quelconque. Mais cela n'enlève à rien le fait qu'ils soient congolais et qu'ils travaillent pour la République démocratique du Congo. Donc, mettre cela en avant-plan relève tout simplement de la mauvaise foi et ça nous permet de dire que nous remettons en cause la foi de certaines personnes, prêtres soient-ils. Henri Mutombo, une question des bienvenus. 2024, ce sera au mois de mars déjà pour la première session parlementaire. Henri Mutombo sera honorable ou encore entrepreneur ou écrivain? Ben, écoutez, être député national n'empêche pas que l'on soit écrivain, n'empêche pas que l'on soit entrepreneur. Mais vous avez des assurances claires qu'en 2023, vous serez élu? Je vais être élu parce que Lukunga m'avait fait confiance en 2018. Malheureusement, je n'ai pas été élu. J'ai encore, si vous voulez, dans ma voiture, le carton dans lequel il y a 4937 voix des élections de 2018. Je les ai dans ma voiture. Si vous en avez le moindre doute, j'envoie quelqu'un, la clé de contact est là, on prend le carton et on met ici, le peuple congolais va lire, va compter avec moi. Donc, 2018, déjà, Lukunga m'avait fait confiance parce qu'il y en a qui sont allés au Parlement sans avoir obtenu le nombre de voix que moi j'avais obtenu. Mais bon, vous savez, ça a été un processus aussi problématique. Mais cette fois-ci, les gens, parce que j'avais un tout petit peu comme l'hésitation. Mais c'est Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Ngaliema, Ozone. Ils sont venus chez moi, j'ai des images, si vous voulez, vous pouvez les projeter. Les gens sont venus chez moi pour me dire, Monsieur Henri Mutombo, vous devez vous lever. Nous connaissons votre combat. Vous menez un combat sincère pour la République. Vous menez un combat noble pour cette nation, pour la jeunesse de notre pays. Eh bien, levez-vous. Allez candidater parce que nous voulons faire de vous notre représentant au sein de l'Assemblée nationale pour que vous puissiez me défendre. Parce que, si vous le permettez, Monsieur Kachala, parce que nous devons être cette fois-ci un Parlement pour que nous puissions dire c'est le tour du peuple. Très bien. Merci beaucoup, M. Henri. Prenez place, sentez-vous chez vous. Merci vraiment. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons aborder le premier sujet de notre émission, la bataille des politiques. Processus électoral en RDC, la bataille des politiques. La Commission électorale nationale indépendante publie une information selon laquelle elle va devoir recevoir tous les candidats à la présidentielle. Mais l'opposition reste encore réticente. Pourquoi? On ne le sait pas. Avec M. Henri Mutombo, nous allons essayer un peu de passer au crible ces questions d'actualité. M. Henri Mutombo, Martin Fayulu, qui n'avait pas demandé qui avait demandé à ses cadres de ne pas participer au postulat quant aux législatives, tout ça. Vous, en tant qu'acteur politique, comment avez-vous jugé cette position de Martin Fayulu? Mais une position de liberté d'opinion, une position de quelqu'un qui a analysé son échec futur, quelqu'un qui s'est finalement rendu compte que la chance qui lui avait été sourie ou la chance qui lui avait souri en 2018, où il était accompagné par M. Bemba, M. Katumbi et les autres, il n'aura plus
cette occasion-là et que seul, il ne fera pas face à Félix Tshisekedi, il ne pourra pas gagner les élections. Alors, tant qu'à faire, mais écoutez, on se retire du processus électoral en cherchant à les discréditer, à le diaboliser, pour dire que tout ce qui se fait là-bas n'est pas correct, n'est pas acceptable. Alors que on sait au plus profond de son âme que l'on ne réunit pas toutes les compétences, tous les moyens et toutes les possibilités pour pouvoir affronter les échéances électorales, surtout que ces échéances, il y a aussi Félix Tshisekedi qui prend part. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait la fuite en avant. Donc, il peut revenir, il peut rebondir à travers la présidentielle. L'homme, c'est celui qui se distingue par le respect de la parole donnée. Voilà, donc s'il veut revenir, libre à lui. Mais les Congolais vont constater qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et dont le mot constance n'est qu'une partie d'herbe brûlée. Donc, ça ne sert à rien de compter sur une telle personne. Donc, il a dit qu'il boycottait, même s'il ne veut pas employer ces mots. C'est un peu comme en 2018, n'allez pas voter avec la machine à voter, mais le jour du vote, on y est allé. Donc, c'est pour vous dire que voilà, s'il revient à sa décision, comme j'ai dit au début, c'est sa liberté, c'est un homme libre, il prend toutes les décisions possibles au regard de ses analyses, au regard de ses calculs politiques. Voilà, donc personne ne lui en voudra d'être venu finalement dans le processus électoral ou d'avoir gardé sa position. Donc c'est à lui d'en juger les conséquences et les inconvénients. Mai-juin 2023, nous avons vu un bloc de l'opposition qui revendiquait pour la révision du fichier électoral, l'audit externe du fichier par les experts indépendants. Et au mois de juillet 2023, on constate une opposition en rang dispersé. Katumbi, Katumbi, Sesanga et Matata qui ont vu leurs proches déposer les candidatures alors que Martin Fayulu était la seule personne qui n'a pas adhéré à ce processus électoral. Lorsque vous regardez l'opposition actuelle face au bilan de Félix Tshisekedi, pensez-vous qu'en décembre 2023, il y aura vraiment une bataille électorale? Mais messieurs Kachala, Alain, vous savez, c'est pas facile de faire l'opposition à un démocrate. Moi, une fois, j'ai dit que l'opposition aujourd'hui n'a plus de raison d'être parce que l'opposition n'a rien à revendiquer. Nous, quand on faisait l'opposition avec le président Tshisekedi ou encore avec le président Fayulu, on avait des choses à reprocher à ces régimes-là, que ce soit les régimes de Mobutu ou encore les régimes de l'ex-président Kabila. On avait un contenu. Notre opposition avait un contenu, avait des arguments. Parce qu'il y avait la répression, parce qu'il y avait, la prédation, il y avait la prédation, il y avait des exécutions sommaires, il y avait le pillage de ressources de notre pays, il y avait la corruption qui avait été, comment dire, il y avait cette corruption qui était devenue un modèle de gestion. Voilà, il y avait l'indignité et il y avait tout ce que l'on pouvait. Donc, je veux dire, le pillage de ressources naturelles et tout son cortège, on avait des arguments. Alors aujourd'hui, avec ce que Félix Tshisekedi fait, c'est un démocrate. Personne aujourd'hui ne peut parler et craindre pour sa vie. Aujourd'hui, personne ne craint pour sa vie quand il parle. La liberté d'expression, elle est garantie. Quand les gens cherchent à marcher, ils marchent sans qu'on ne compte des morts. Moi, je peux vous dire qu'en 2015, après la marche qu'on a qualifiée de 3 glorieuses, 19 janvier 2015, pour lequel j'ai écrit un ouvrage, on a eu
la fosse commune de Maluku. 19 septembre 2016, pour demander le vrai dialogue au niveau de la Cinco. On a compté des centaines de morts. Et même l'arrestation de Bruno Tshibala. On a compté des centaines de morts. Le siège de l'UDPS avait été vandalisé, incendié. Il y a eu des morts. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a l'IGF, alors qu'avant, l'IGF n'existait pas. Il était là sur le papier, mais les moyens politiques, les moyens statutaires même ne lui ont pas été donnés pour pouvoir agir comme il le fait aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'entreprendre une entreprise oppositionnelle face à quelqu'un qui conduit, qui dirige le pays selon l'orthodoxie, selon les valeurs, et selon dans la bonne gouvernance. C'est très difficile de combattre une telle personne parce que le peuple regarde, parce que tout ce que l'on fait, la politique est faite en faveur du peuple, à l'avantage du peuple. Mais alors, maintenant, quand le peuple sait que celui qui est au sommet de l'État travaille pour son avantage, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, on a PDL 145, donc programme de développement à la base de 145 territoires. Vous avez entendu qu'il y a 400 ouvrages à inaugurer d'ici à la fin de l'année. Mais si vous allez faire opposition à une telle personne, les fonctionnaires de l'État, je sais que ce qu'on a ajouté, c'est pas grand-chose, c'est pas ce qui va faire que les gens s'achètent des maisons, mais c'est déjà quelque chose. Avant, il n'y en avait pas. Vaut mieux avancer d'un pas plutôt que de reculer de 2 ou de 10 pas. Donc, on est en train d'avancer. Si vous regardez les infrastructures routières, vous regardez Elinguessa, vous regardez tout ce qui est fait dans notre pays aujourd'hui, Monsieur Kachala, c'est tellement difficile de faire opposition à ces gens. C'est pour cette raison que ça n'a pas tenu. Ils avaient dit qu'ils feraient le sit-in devant la CENI chaque jeudi. Ils y sont allés, je crois, 2 ou 3 fois, et puis plus rien. On a vu des meetings. Peut-être parce qu'il y avait répression. Mais non, mais nous également, on réprimait, messieurs. Nous, on réprimait. C'est pas qu'on nous laissait marcher. Je vous rappelle que la marche du 19 janvier 2015, qui avait été réprimée dans le sang, c'était une marche interdite par l'hôtel de ville à l'époque, M. Kimbuta. Avec la succession des villes mortes. Mais voilà, avec la succession de villes mortes, ainsi de suite. Mais nous étions sortis dans les rues et le pays a été paralysé pendant presque une semaine. Ils sont incapables de le faire. Donc ça veut dire qu'en face, il n'y a rien. En face, on a affaire à des débutants. Donc c'est comme ça qu'il faut le dire. En face, on a affaire à des débutants qui doivent attendre 2029. Le temps pour eux de grandir. Qui ont pignon sur rue, il faut citer par exemple Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, s'il vous plaît. Moïse Katumbi a fait le nom dans le sport. Okay? Il a fait le nom dans le sport, dans le Katanga. C'est vrai que sa renommée a dégouliné un tout petit peu les frontières pour arriver à Kinshasa un peu partout. Mais ça, c'est dans le cadre sportif. Mais maintenant, quant à vouloir... En tant que gouverneur, quand on a gratté, on a vu qu'il n'y a rien sous le vernis. Tout ce qu'on présentait avant, que c'était un bon manager, et oui, c'était la poudre aux yeux. Mais quand on a gratté, on a regardé, il n'y a rien sous le vernis. Donc ce n'était que, je veux dire, le coup de com', une communication extravagante, une communication à outrance, mais en réalité, il n'y avait rien, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le Grand Katanga, n'eût été Madame Masuka, Fifi, Monsieur Kiaboula et les autres qui travaillent dans les différentes provinces du Grand Katanga, démembrées depuis. Donc, si n'eût été les actions de ces personnes qui travaillent sous l'impulsion du chef de l'État, selon sa vision de la grandeur pour la montée en puissance de la RDC, donc le Katanga serait ce Katanga-là de la pauvreté, d'absence d'infrastructures, ainsi de suite. Donc, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un voilà, qui est fabriqué par la communication nationale et internationale, des gens qu'il paye, et aussi ses parrains qui veulent se cacher derrière lui pour le pillage de nos ressources, pour les pillages de nos minéraux. Mais il y a aussi un autre candidat qui pointe à l'horizon, un géant encore au niveau sanitaire, dans le monde sanitaire, mais aussi
il fait ses premiers pas en politique. Je parle de Denis Mukwege qui risque de mettre en mal Félix Tshisekedi. Denis Mukwege, c'est aussi... j'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais depuis un moment donné, il s'est compromis. Je ne sais pas qui l'a convaincu, qui l'a persuadé pour pouvoir venir en politique qui ne maîtrise pas. Parce que vous savez, vouloir faire une chose, c'est bien, mais la maîtriser, c'est mieux. Déjà, quand il relaie les insuffisances du député qui a parlé de Primera Gold. Ok, donc ces députés qui n'a pas de maîtrise de ce qu'il disait, et lui, M. Mukwege, a relayé ces insuffisances. Donc c'est pour dire que c'est une personne à qui on ne peut pas confier le destin de la RDC. Il ne peut pas présider à la destinée de cette nation parce qu'il n'en a pas la maîtrise. Il maîtrise le secteur médical, bravo, et encore, c'est la chirurgie seulement. C'est la chirurgie des femmes qu'il fait. Et qui l'ont encensé? C'est les personnes qui donnent les moyens aux groupes rebelles, aux groupes armés, qui donnent les moyens au Rwanda pour tuer et piller et violer nos femmes. Et ce sont ces mêmes sapeurs-pompiers, pyromanes. C'est le même pyromane qui sème des troubles en RDC. Et ce sont ces mêmes pyromanes qui se lèvent pour lui donner des titres honorifiques, pensant qu'en faisant cela, ils vont se laver la conscience. Donc, Denis Mukwege, c'est vrai, il a la renommée internationale, mais dire qu'il est populaire au point de convaincre les Congolais pour que ces derniers lui confient la destinée de leur pays, ça, il y a un monde, il y a un chemin à parcourir. Un bloc de l'opposition vers une candidature unique à la présidentielle. Mais non, messieurs Kachala, je vous ai dit, en face, il n'y a que de feuilles brûlées. Personne ne tiendra devant, je ne dis même pas personne ne tiendrait. Je suis pas conditionnel, hein. Je vous dis affirmativement qu'en face, il n'y a personne qui soit capable de battre Tshisekedi. Vous savez, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir à son avènement, beaucoup le méprisaient. Beaucoup ne s'attendaient pas à voir de lui les miracles qui se font aujourd'hui, les exploits qui se font aujourd'hui. Beaucoup n'attendaient pas que ce soit lui qui fasse cela. L'armée aujourd'hui qui monte en puissance, on voit l'amélioration de conditions de travail de l'armée, les hôpitaux Kanchach ici construits, comment dire, il s'est battu pour la levée des sanctions, hein, la levée d'interdiction d'achat des armes, il s'est battu pour ça. Aujourd'hui, nous pouvons nous procurer des armes au travers de nos partenaires. La gratuité de l'enseignement, comme je vous ai dit, l'IGF, le budget est là, on maintient 16 milliards de dollars. Tout, voilà. Il y en a tellement nombreux. Vers un budget de plus de 20 milliards. Voilà, une estimation de plus de 20. N'est-ce pas une faute de la grandeur? Non, mais c'est même peu pour ce grand Congo. Nous, en principe, au regard de tout ce que nous possédons, le Congo doit avoir un budget annuel estimé à près de 100 milliards de dollars. Parce que nous en avons les capacités. Et effectivement, M. Kachala, nous en avons les capacités. Il suffit de demeurer dans cette direction dans laquelle le pays est placé. Je vous jure, avant la fin de son deuxième mandat, je crois qu'il laissera le Congo avec un budget de près de 100 milliards de dollars. Parce que c'est possible. Près de 100 milliards de dollars. Près de 100 milliards de dollars. Près de 100 milliards. Je suis convaincu que d'ici à 5 ans. Parce que si vous prenez 2 ans et demi, parce que à son arrivée au pouvoir, il y a eu FCC Cash qui a beaucoup retardé ses actions. Il y avait de bâtons dans les roues. Il ne savait pas bien engager le pays dans les réformes essentielles pour pouvoir permettre au pays d'aller de l'avant. Donc à partir de 2021 jusqu'à ce jour, donc ça fait 2 ans, vous avez vu comment les choses se sont construites dans une vitesse de croisière. Donc ça veut dire que d'ici à 2029, à la fin de son deuxième mandat, Félix Tshisekedi
et sera en mesure de laisser le Congo avec un budget, j'ose espérer, de près de 100 millions de dollars. Il suffit seulement que nous lui fassions confiance. Il suffit que la guerre d'agression dont nous sommes victimes à l'aide de la République prenne fin, et il suffit que les dirigeants comprennent que la marmite nationale, qui est le trésor public, n'est pas la poche des individus pour plonger la main dedans et prendre les ressources de l'État pour s'en servir. Si on a cette conscience que nous devons tous être dans la bonne gouvernance et qu'on ne peut pas prendre les ressources de l'État pour se servir, et avec l'IGF que nous encourageons à continuer à mener les actions pour la bonne gouvernance, et aussi la gestion orthodoxe, la gestion correcte et efficace de nos ressources financières. Donc je pense que ça sera possible. Donc l'investissement, on investit, on construit les routes d'interconnectivité, les routes des secteurs agricoles, au niveau même de la navigabilité, dans tous les secteurs possibles de la vie nationale. Si tous les moteurs, tous les piliers sont mis en marche, je vous jure que cela est possible. Monsieur Henri Mutombo, parce que vous avez plébiscité le côté positif de Félix Tshisekedi, mais le côté négatif, vous avez oublié, parce que l'opinion parle de l'impunité dans l'entourage du chef de l'État, des personnes qui sont soupçonnées de corruption, de haute trahison, qui ont été enfermées à Makala et puis libérées quelque temps. Il y a récemment son actuel ministre de l'économie qui était condamné à près de 20 ans de prison, qui a bénéficié, qui était acquitté totalement de ses charges au niveau de la justice. Pensez-vous qu'avec Félix Tshisekedi, ce système-là de l'impunité, de l'entourage, tout ça, ne va pas continuer après le deuxième mandat? Et aussi, une autre question, pour finir cette brèche de Tshisekedi, le bilan sécuritaire de Tshisekedi pose toujours problème avec l'état des sièges qui prend plus de temps mais moins d'action. Bunagana, ça fait plus d'une année sous occupation de l'EAC. Ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, juste considérant ces deux éléments, Félix Tshisekedi a un problème dans son bilan? D'abord, je prends le premier volet dans votre question. Quand nous demandons à la justice de faire son travail, nous devons lui faire confiance, n'est-ce pas? La justice de notre pays n'est pas inféodée. Les juges travaillent librement. Alors, la justice n'est pas bonne selon nos attentes à nous. La justice est bonne selon les lois et selon le travail, l'intégralité de leur travail. Oui, monsieur Vital Kamerhe, pour ne pas le citer, que je salue en passant, avait des problèmes avec la justice. Mais quand ils ont regardé, il est passé dans des différentes plaidoiries, voilà. Et cette justice a vu cette justice a vu qu'elle pouvait le libérer. La justice l'a libéré. Qui sommes-nous pour émettre un avis contraire sur ce que cette justice a rendu? Parce que ce sont les gens qui a vu beaucoup de ces opérateurs être limogés par le chef de l'État. Mais voilà, j'en arrive pour vous dire que le chef de l'État ne lésine pas sur les moyens. Pour vous dire qu'il ne ménage aucun effort pour avoir une justice juste, comme on le sait. La Bible le dit, que la justice élève une nation. Et il est le premier d'ailleurs, en tant que magistrat suprême, de dénoncer les déviations de certaines brebis galeuses au sein même de cet appareil judiciaire. Donc vous avez vu les sanctions qui ont été opérées. Cette semaine même, on a vu des ordonnances être lues à la télévision, des nouveaux magistrats nommés et aussi d'autres qui ont été limogés. Donc c'est pour vous dire que cette justice, elle travaille à bon escient, elle travaille avec ses faiblesses, parce que ceux qui travaillent dans cet appareil judiciaire, ce sont des hommes, ils ont des faiblesses. Mais maintenant,
les interpellations régulières qui sont faites à leur endroit permet que, évidemment, l'amélioration de leur exercice. Alors, rapidement, sur la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire, Messieurs Kachala, vous savez, un malheur, ou un mal j'allais dire, un mal qui s'est enraciné depuis plus de 3 décennies. Notamment les groupes rebelles, les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Ces groupes armés sont de connivence, sont des mèches assez souvent avec des pays étrangers qui leur donnent des moyens. Mais vous pensez vraiment que c'est en 3 ans ou en 4 ans qu'on peut finir une telle activité? Les efforts sont menés, ça il faut le reconnaître. Les efforts sont menés et ça n'est pas parce qu'on sent tout le temps l'odeur de la nourriture que dans cette maison tout le monde mange. Je m'explique. C'est pas parce que chaque fois qu'on dit, on cite le nombre de morts, que nous déplorons, nous nous indignons devant, face à cette barbarie, mais il y a aussi des avancées significatives concernant la sécurité à l'est de la République. Si on regarde, depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir jusqu'à ce jour, il y a quand même certains endroits qui n'étaient pas fréquentables, qui le sont devenus. Et il est vrai qu'il y a un grand travail à faire, mais quand les gens, l'armée notamment, on a dénoncé, on a vu le chef d'état-major, le général Chioué, dénoncer des infiltrations, dénoncer des trahisons au sein de l'armée. Alors, tout ça, ça avait été construit de manière à fragiliser l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, pardon, aujourd'hui, il y a de la volonté, le patriotisme, il y a cette volonté politique pour pouvoir améliorer l'appareil sécuritaire dans notre pays, mené de main de maître par lui-même le chef de l'État, avec l'actuel ministre des Défenses et tous les autres membres du gouvernement qui se battent au quotidien pour que la paix revienne. Donc, vous avez vu, on a montré dernièrement des Koulouna, des gens qui ont été arrêtés, et même des anciens Koulouna qui sont devenus des bâtisseurs, qui sont au Katanga, au Kasaï, faisant des champs et cultivant tout ça. Voilà, des tâches agricoles, des constructions de bâtiments. Mais tout ça, c'est parce que au sommet de l'État, il y a un leadership éclairé, il y a un leadership sincère, il y a un leadership, je veux dire, de grandeur. On a aujourd'hui un interlocuteur sérieux, valable, qui parle au nom du peuple congolais et pour son compte, parce qu'il tient à amener ce peuple vers sa destinée, celle de la grandeur et de la puissance. Merci beaucoup, M. Henri Mutombo. Nous allons aborder rapidement le deuxième sujet. Henri Mutombo, candidat aux législatives à l'Opunga. Vous êtes aujourd'hui coordinateur de la communication, directeur de la communication du parti politique Agissons pour la République de M. Guy Loando. Rapidement, dites-nous en quelques lignes, pourquoi avez-vous fait le choix de travailler aux côtés de M. Guy Loando? Merci de la question. D'abord, Agissons pour la République, AREP, ne pas le parti de Guy Loando. Okay. Guy Loando en est l'initiateur, tout simplement. C'est comme la chaîne dans laquelle vous travaillez. Quelqu'un a mis les moyens pour créer cette entreprise. Exactement. Guy Loando est juste l'initiateur du parti Agissons pour la République. AREP nous appartient à ceux qui suivent cette télé, appartient au Baluba, au Bakongo, Bangala, au Baswahili. Okay. Alors, pourquoi j'ai choisi Guy Loando? Parce que je crois en lui. Parce que c'est quelqu'un de déterminé. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision pour... aux côtés du chef de l'État, bien entendu. C'est quelqu'un qui s'est greffé au chef de l'État pour pouvoir l'accompagner afin d'obtenir des résultats attendus en faveur du peuple congolais. Je l'ai choisi parce que c'est un jeune comme moi et nous parlons le même langage. Je l'ai choisi parce que c'est quelqu'un qui sait écouter. Je l'ai choisi parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui sait promouvoir la jeunesse. Vous n'avez qu'à regarder autour de lui, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec lui, à qui il a confié des responsabilités.
de sorte que chacun puisse se découvrir, chacun puisse faire valoir ses compétences, chacun puisse évidemment apporter sa pierre dans la construction, non seulement de ce qu'il a reçu comme mission à l'aménagement du territoire ou encore au parti. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples, hein, les exemples, ou si vous voulez, la motivation, les motivations sont légion, mais je vous ai donné ces quelques exemples. La preuve, assez souvent, on accuse des leaders politiques de tribaux, mais il n'est pas tribal. Moi, je suis du Kasaï. Pourtant, je suis le porte-parole du parti, coordonnateur national du département de la communication du parti Agissons pour la République à Répentigny. Et récemment, vous avez mené la communication en faveur d'un plaidoyer contre les agressions rwandaises en République démocratique du Congo. Tout à fait. Quelle est cette fierté que vous sentez au fond de vous de parler du Congo agressé? Oui, mais c'est un projet qui avait été initié par le parti, dont j'ai porté le combat, donc la signature de la pétition contre la balkanisation de notre pays. Et d'ailleurs, je vous informe que nous avons déjà atteint les 100 000 signatures, et donc nous attendons la rentrée parlementaire pour que nous allions déposer ces fiches de pétition auprès du président Christopher Mbosso Kodiapwanga. Donc, c'est ça un motif de fierté. C'est ce que je vous ai dit au départ ici, que je suis patriote. Donc, je ne peux pas, moi, regarder mon pays, ces beaux pays que Dieu nous a donnés, être agressés par de peuples étrangers et croiser les bras. C'est pour cette raison que quand le parti a initié ce projet, ben, tout de suite, je l'ai pris, j'en ai fait ma propriété et voilà, nous nous étions levés et, pour faire le travail, faire signer des pétitions. On l'a fait à Kinshasa, dans les provinces, en Europe, en Belgique, en France, en Afrique du Sud et en Turquie. Et parce que le parti est représenté dans toutes les 26 provinces. Nous sommes dans toutes les 26 provinces de la République et aussi en Europe, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Turquie, voilà. Donc nous sommes présents dans ces pays. Très bien, parce que nous avons vu aussi quelques leaders d'opinion, notamment Fali Poupa, Barbara Kazan, voilà, signer cette pétition. Des pétitions. Monsieur Goubal également, Jean Goubal, ouais. Alors, Henri Mutombo, candidat aux législatives nationales à Lukunga, district institutionnel où on retrouve les grands acteurs de la gestion permanente du pays. Henri Mutombo se trouve dans un fief très difficile où souvent des grands leaders d'opinion tombent. Vous êtes renommé, vous avez votre réputation, votre notoriété, mais une fois que vous essayez de postuler au niveau de la Lukunga, rassurez-vous, vous pouvez voir votre tendance basculer. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de Lukunga? Pourquoi pas le Kasaï où vous êtes originaire? Merci, je suis originaire du Kasaï, bien sûr, Ngandajika, Bakwa Mulumba, Benantita Benamushia, certes, mais je suis né à Lukunga. Je suis né à Barumbu, c'est mon fief naturel, natal. Je suis né à Barumbu, à Bon-Marché. J'y ai passé quelques temps. Quand je suis rentré au pays, en 2009, je me suis installé à Bon-Marché, à Barumbu, et par mon entreprise est à la Lukunga, à Gombe, ok. Et la majorité de ceux que j'ai employés ou que j'emploie, ce sont des habitants de la Lukunga, et c'est des jeunes qui m'ont découvert, et aussi c'est pas parce qu'on est gestionnaire de la chose publique qu'on a véritablement la garantie d'être élu, où on a les moyens de drainer des foules, où on a la possibilité d'être accepté. Pour se faire accepter, c'est pas forcément question de moyens ou d'argent. Nous nous sommes fait accepter par le combat que les Congolais ont vu. Je pouvais aussi aller au Kasaï, à Ngandajika notamment, celui de qui je porte le nom Mutombo Mikeni. Mon grand-père, c'était un grand patriarche. Les anciens le connaissent. Au Kasaï, là-bas, on le connaît, c'était un grand commerçant. Donc, si j'étais allé en Ngandajika, je pouvais aussi me faire élire. Mais j'ai choisi Kinshasa, Lukunga notamment, parce que j'aime
mon peuple de Lukunga. Parce que j'y vis, moi-même je vis à ma campagne. Je vis à la Lukunga. Depuis que je suis rentré au Congo, ça va faire 14 ans que je suis là, je vis à la Lukunga. Je travaille à Lukunga, je suis avec les jeunes de Lukunga. Je connais leurs attentes, je connais leurs ambitions, je connais leurs combats, je connais leurs souffrances parce que je partage avec eux. Et c'est comme ça que je vous ai dit au début ici que le Parlement où nous allons, nous, je considère que c'est le tour du peuple. Ok. Parce que souvent, les hommes disent c'est notre tour, autour Nabiso. Mais moi je dis c'est le tour du peuple. Henri Mutombo, qu'est-ce que vous apportez comme nouveauté dans la législature de 2024? Qu'est-ce que vous comptez faire pour cette base-là qui doit vous voter? Merci. Vous savez, on n'est pas en campagne électorale, hein, les messieurs de CESAC. De CESAC, hein. On n'est pas en campagne électorale. Il a posé une question, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Vous savez, la corruption au niveau, dans le secteur éducationnel, la corruption au niveau de l'école primaire, secondaire et universitaire, ça il faut combattre. Il faut qu'il y ait des lois qui répriment positivement ceux qui pratiquent cette gangrène. D'entrer directement sur le marché d'emploi et le trouver facilement si possibilité il y a. Et aussi faire de sorte que vous voyez le secteur des formations professionnelles. C'est pas, comment dire, c'est pas très vulgarisé et c'est pas bien structuré. Et moi je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tout le monde de passer par là, surtout ceux qui ne peuvent pas aller à l'université. Parce que INPP, c'est vrai, INPP existe, mais il faudra encore... INPP à elle seule, cette institution de formation professionnelle, ne peut pas recevoir tout le monde. D'accord? Donc il faut qu'il y ait des mesures qui fassent que, par exemple, des banques, des brasseries, et toute autre coopérative aussi. Et toute autre comment dire société commerciale, des services ou industriels puissent mettre à la disposition des jeunes désœuvrés surtout des moyens pour leur formation. Très bien, très bien. Voilà un tout petit peu les raisons pour lesquelles je vais me lancer à l'eau pour pouvoir défendre les intérêts de mon peuple. Pas seulement de Lukunga, mais un député national, il travaille pour tout le peuple congolais dans son ensemble. Merci beaucoup, monsieur Henri Mutombo. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise à Valide Intérim, société de placement et de gestion du personnel, consultant à l'Union européenne, au programme des Nations Unies pour le développement, chargé des communications et lutte contre la corruption. Vous êtes aussi écrivain, chercheur en fiscalité, ingénieur commercial, directeur de communication du parti politique Agissons pour la République, arrête en sigle, aujourd'hui candidat aux législatives nationales à Lukunga. Monsieur Henri, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais nous n'allons pas clôturer cette émission comme ça. Nous allons vous laisser ce siège pour que vous puissiez vous adresser à votre base, celle qui devra, une fois la campagne annoncée et les urnes ouvertes, vous voter ou pas. Cette base qui doit... Ils vont me donner le suffrage qu'il faut pour aller les représenter à l'Assemblée nationale. Parfait. Mesdames, Messieurs, merci à vous de m'avoir suivi, d'avoir suivi vers les élections, ce programme unique consacré au processus électoral en RDC. Je laisse cet espace à monsieur Henri Mutombo pour s'adresser à sa base, qui l'écoute en ce moment. Monsieur Henri, vous allez avancer. Je vous laisse je vous laisse le plateau. Allez. Je deviens présentateur. Exactement. Non, mais c'est une belle innovation. Je voudrais dire ceci, d'abord aux Congolais de manière générale, il faut croire en l'avenir de notre pays. Il faut croire en notre président de la République et aussi il faut croire en tout ce que nous faisons. Quel que soit le travail que nous faisons, il faut y croire que le lendemain sera meilleur. Alors, je voudrais parler à l'âme de la République démocratique du Congo, précisément à l'âme de tous ceux qui habitent Lukunga. Notre pays a besoin de ceux qui le défendent sincèrement, avec bravoure et avec détermination.
Je suis celui que vous connaissez depuis des années dans le combat politique pour le bien-être de notre peuple, pour la transformation et le changement de notre pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils apprendront à me connaître, certainement au travers de cette émission ou d'autres encore. Je suis debout pour pouvoir défendre notre peuple, notre jeunesse. Il faut que la corruption au niveau du secteur de l'éducation prenne fin, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Il faut qu'il y ait des lois qui répriment tous ceux qui pratiquent cette gangrène, parce que la corruption anéantit l'avenir de tout un peuple. Et aussi, chers frères et sœurs, vous savez, quand on finit ses études, on a besoin tout de suite d'entrer dans le marché de l'emploi et en trouver s'il y a une possibilité. Mais cet handicap, si vous voulez, ce mur qui souvent est posé devant nous, on nous demande 5 ans et 10 ans d'expérience, je vous dis, cela doit prendre fin. Il faut qu'il y ait un mécanisme législatif, il faut qu'il y ait un mécanisme, je vais dire, légal, qui interdit que l'on demande 5-10 ans d'expérience à quelqu'un qui cherche de l'emploi et qui vient de sortir de l'université. Et aussi le petit commerce. La loi dispose que cela soit réservé aux nationaux. Mais aujourd'hui, nous sommes imbibés, nous sommes engloutis par les différents peuples, notamment indiens, libanais et autres. Nous ne sommes pas contre eux, mais quand ils viennent chez nous, ils doivent intégrer la République démocratique du Congo. L'intégration voudrait dire que l'on respecte les lois de la République. Et cette portion de loi qui dit que le commerce, le petit commerce doit rester exclusif aux nationaux, cette disposition légale n'est pas respectée. Il faut qu'on la fasse respecter. Nous devons renforcer cette mesure pour qu'elle soit respectée, de sorte que les Congolais, ceux qui font le petit commerce, se retrouvent dans ce qu'ils font et qui se sentent à l'aise dans leur pays. Parce que on ne va pas aller en Chine faire le petit commerce, on ne va pas aller au Liban faire le petit commerce, on ne va pas aller en Inde faire le petit commerce. Et pourquoi est-ce que eux, chez nous, ils le feront? Ça, c'est de 2. Et de 3, la formation professionnelle. Tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Il y a la maçonnerie, il y a la plomberie, il y a aussi l'électricité de basse intensité. Ces formations, il faut que l'État fasse de sorte que cela soit mis à disposition de tout le monde, surtout ceux qui sont désœuvrés, qu'ils aient la possibilité d'aller faire ces formations qui leur permettent, bien entendu, de se prendre en charge dans la vie et de s'en sortir, d'avoir un revenu social, mensuel, qui leur permette de fonder leur famille, qui leur permette, bien entendu, de contribuer également, j'allais dire, à l'élargissement de l'assiette fiscale de notre pays. Et donc, voilà, ces quelques raisons. Au moment opportun, pendant la campagne électorale, je reviendrai maintenant pour vous parler en long, en large, profondément de ce que je pense faire en faveur de notre pays et en faveur de notre district que j'appelle affectueusement Lukunga de moi. Donc voilà en quelques mots ce que j'attends de vous. Aussi, je ne peux pas finir sans vous lancer un appel solennel, celui d'adhérer à AREP, Agissons pour la République, le parti de notre génération, le parti qui fait exactement ce que le peuple attend des politiques. Parce que le peuple, en manifestant la volonté du bien-être, il a ses représentants, il a ses dirigeants. Et souvent, le peuple est déçu par ses autres dirigeants. Mais AREP, nous disons, nous faisons exactement ce que le peuple attend des politiques. Et c'est pour ça que je dis, mon élection, ça sera le tour du peuple. En 2024, quand nous allons entrer à l'Assemblée nationale, ça sera le tour du peuple. Je vous remercie. Je suis au regret de dire à notre peuple et à la communauté internationale que je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix. Je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République. Et
proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges des Kabila. Moi, je ne pense pas que je suis une marionnette. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique. Suivez Bomoko Média en live.